Merci Anne pour ton introduction et merci à Thierry Sotio pour sa gentille invitation. Donc moi je suis anesthésiste clinicien et je travaille dans un secteur qui est la chirurgie vasculaire et cardiaque et donc je suis amené évidemment à réfléchir à tout ce qui tourne autour de l'hémostase périopératoire et c'est à ce titre donc que je me suis intéressé à cette problématique d'AOD. Tout d'abord, je vais me plier à l'exercice qui est très à la mode. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec aucune société qui commercialise des substances anticoagulantes ou des antagonistes. Brièvement, le plan de mon exposé, essayer de positionner la problématique de la gestion de l'anticoagulation en périopératoire. Ensuite, introduire extrêmement brièvement les AOD, puisque mes confrères en ont parlé longuement, et donc je crois que je n'aurai vraiment pas grand-chose à rajouter à ce titre. Dire un mot sur les antagonistes qui sont actuellement disponibles et ceux qui seront peut-être à venir bientôt ou dans un futur un peu plus éloigné. Et puis nous parlerons d'AOD en chirurgie élective, en chirurgie urgente. Je dirais un mot sur la gestion de l'hémorragie sous AOD, même si ça sort un petit peu du domaine de l'anesthésie pour plutôt celui de l'urgentiste. Mais comme nous sommes souvent également impliqués dans les urgences et les soins intensifs, on en dira un mot. On dira un mot évidemment de l'anesthésie loco-régionale et puis on conclura sur quelques messages. Donc, tout d'abord, l'objectif d'une intervention thérapeutique, qu'elle soit la pratique d'une chirurgie donnée, l'anticoagulation, la transfusion sanguine, au bout du bout, c'est améliorer l'état de santé du patient. L'améliorer sous quelle forme ? Eh bien, améliorer sa qualité de vie, réduire des douleurs, augmenter son autonomie, prévenir éventuellement une dysfonction d'organes, ou éventuellement, et ça c'est le mieux, majorer sa longévité, sa survie. Mais donc, ce n'est pas diminuer isolément le saignement ou prévenir de la transfusion sanguine ou prévenir ou réduire l'incidence d'une thrombose veineuse, en particulier si elle est angiographique. Et donc, il va falloir accepter, entre guillemets, de régler une espèce de curseur entre les risques ischémiques et les risques hémorragiques dans cette période périopératoire. Pour ce faire, eh bien évidemment, on a notre instinct, mais on a surtout des stratégies qui sont basées sur des preuves qui sont beaucoup des études multicentriques randomisées, mais également un certain nombre de registres, et de plus en plus des registres relativement importants en médecine périopératoire, qui finalement rapportent l'expérience de la vraie vie. Et donc, ces stratégies sont évolutives dans le temps en fonction de l'arrivée de nouvelles molécules et éventuellement de la publication de nouveaux travaux. Ce qui veut dire que ces recommandations sont destinées à être connues par nous tous pour les utiliser pour le plus grand nombre, mais tout en gardant une certaine réflexion au cas par cas pour les adapter au cas particulier de chaque patient. Alors, la chirurgie, on le sait, et plus la chirurgie va être invasive, agressive, plus elle va, risquer de générer une effraction vasculaire, et également provoquer une réaction inflammatoire et surtout post-opératoire, avec libération d'un certain nombre de médiateurs de l'inflammation, qui va s'accompagner d'une augmentation d'un certain nombre de protéines impliquées dans la coagulation, comme le fibrinolgène, avec une altération des mécanismes de la fibrinolyse naturelle et une activation au niveau du système plaquettaire. Tout ça va déboucher donc sur, d'une part, éventuellement en péropératoire, un risque de saignement, mais en post-opératoire, dans les heures, une fois qu'on a passé les 6 premières heures post-opératoires, un risque thrombotique qui est reconnu comme élevé et d'autant plus élevé que la chirurgie sera invasive et que le patient sera alité en post-opératoire. D'autre part, on sait également que le saignement et la transfusion sont deux facteurs de risque indépendants de morbidité et de mortalité post-opératoire d'une part, et d'autre part qu'il y a une corrélation entre le saignement excessif et la transfusion, mais également les complications thrombotiques, et ce très probablement de par l'impact que ça a sur la reprise d'un certain nombre de traitements anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. Donc, notre rôle en tant que médecin périopératoire va être de régler ce curseur pour
obtenir un ratio risque-bénéfice optimal pour notre patient. Curseur qui va être réglé en fonction d'un certain nombre de paramètres. D'une part, l'invasivité de la chirurgie qui va évidemment augmenter le risque hémorragique, la technique possible au niveau de la réalisation de l'hémostase instrumentale, le terrain, les antécédents du patient, les médications périopératoires et en particulier les antiagrégants, les anticoagulants. Mais d'autre part, le terrain de ces mêmes patients est également important pour essayer de quantifier le risque périopératoire et post-opératoire de phénomènes thrombotiques et également le type de chirurgie pratiquée qui lui-même est corrélé à un risque thrombotique qui va être variable en fonction du type de chirurgie et l'invasivité de ces chirurgies. Alors je vais extrêmement brièvement sur les AOD parce qu'ils ont été présentés de façon tout à fait remarquable par les orateurs précédents. Donc le caractère commun des AOD, c'est que leur prise est orale, c'est le moins qu'on puisse leur demander. Leur efficacité a été clairement démontrée comme élevée avec un risque hémorragique qui est diminué, avec peut-être une petite pondération sur l'incidence avec certaines molécules des hémorragies digestives. Il ne nécessite pas de monitoring au long cours, mais il nécessite un suivi annuel de la fonction rénale et de l'hémoglobine et également de la fonction hépatique si le patient présente des risques d'altération au niveau de sa fonction hépatique. Alors, on a beaucoup dit qu'il n'y a pas d'adaptation de dose, mais il est quand même intéressant de remarquer que pour une même molécule, les posologies sont extrêmement variables en fonction d'une part de l'indication, mais également de l'âge, de la fonction rénale, et que donc il est quand même bon de connaître, entre guillemets, ces différents protocoles et les conditions dans lesquelles il va falloir adapter la dose en fonction de ces différents facteurs. Alors, cela a déjà été dit par un orateur précédent. Ce sont des médications qui interagissent extrêmement fort avec d'autres familles. En premier, les antiviraux, les antiépileptiques, les macrolides, les antiarythmiques, les antifongiques et toutes les substances qui interfèrent avec un cytochrome particulier, le cytochrome 3 à 4 et la glycoprotéine P. Alors, nous avons un certain nombre d'antagonistes qui sont spécifiques, ou plutôt nous avons actuellement un antagoniste spécifique et, je dirais, des médications utilisées pour essayer de pallier un saignement excessif que je qualifierais d'antagonistes aspécifiques ou de médications procoagulantes. À l'heure actuelle, comme ça a déjà été dit, seul l'idarucizumab, donc le Praxbin, est disponible pour le traitement spécifique des hémorragies graves ou sous dabigatran. Alors, les sites d'action des AOD, vous l'avez compris, les XABAN, les anti-10 vont se fixer spécifiquement sur le facteur 10A, à l'inverse du dabigatran qui, lui, va agir plus en aval dans la cascade de coagulation et aller bloquer directement la thrombine, d'où son nom d'antithrombine directe. Tout ça tendant à limiter évidemment la transformation du fibrinogène en fibrine et donc à éviter la coagulation. Cette dia, je vais passer rapidement dessus, mais pour insister sur un certain nombre de choses. Tout d'abord, on voit que pour ce qui considère, en parlant du dabigatran, le dabigatran a une demi-vie qui est relativement plus prolongée que les 3 autres molécules actuellement mises sur le marché en Europe et en Belgique, puisque pour l'hexaban, les demi-vies tournent autour de, on va être un peu pessimiste, 12 heures, alors que pour le dabigatran, elles démarrent à 12-14 heures, mais elles peuvent monter significativement en cas d'altération de la fonction rénale, ce qui va être un élément tout à fait important et ce qui souligne l'intérêt de contrôler régulièrement la fonction rénale, et en particulier en préopératoire ou avant un geste invasif. Alors, voici une diapo qui est une diapo intéressante. C'est une diapo d'une équipe canadienne qui a contrôlé, chez une équipe de cardiologues, qui a contrôlé les concentrations d'anticoagulants, ici avec 2 xabans, le rivaroxaban et l'apixaban, au cours d'un traitement au long cours. Au décours de la consultation, on a prélevé ces patients, et vous voyez que ici, quel que soit, donc c'est du Xarelto. Bon, je ferai sans flèche, c'est pas grave. Donc c'est du Xarelto. Sur ce graphe-là, on voit que
quelle que soit la dose prise, que ce soit la dose maximum 20 mg ou la dose adaptée dans certaines conditions. Ouais, merci Thierry. Ah ouais, parfait. Donc vous voyez que la concentration mesurée, par exemple, 6 heures après la prise de la médication, finalement est extrêmement variable et varie de autour de 100 jusqu'à des 600 nanogrammes par ml de concentration. Et ça, même pour les concentrations réputées faibles. Et donc, d'où la difficulté d'extrapoler avec comme seul facteur l'heure de dernière prise, la concentration et donc la faisabilité d'un geste éventuellement hémorragique et donc éventuellement qui risque de faire saigner. Exactement la même étude avec l'apixaban cette fois et même constatation, une grande variabilité au niveau des concentrations, quelle que soit la dose prise, la dose maximum prise pour la plupart des patients et la dose adaptée pour les patients âgés de faible poids ou avec une altération modérée de la fonction rénale. Ici, un papier qui a été extrait de l'étude RELY, qui était l'étude qui avait comparé le dabigatran avec les antivitamines K, pour vous provoquer une réflexion sur cette courbe-là. Cette courbe-là, c'est l'incidence des complications hémorragiques en fonction de la concentration à l'équilibre et en fonction de l'âge. Et il m'est apparu comme intéressant de noter qu'autour de 150-200, qui est une concentration qui est réputée thérapeutique, on voit que l'incidence des complications hémorragiques n'est pas du tout la même entre un patient de 65 ans et un patient de 85 ans, puisqu'on a un coefficient multiplicatif de 3 sur l'incidence de ces complications. Donc là encore, il faut relativiser la place, entre guillemets, de la concentration prise totalement isolément comme marqueur du risque hémorragique en rapport avec un geste éventuellement invasif et donc à risque de saignement. Alors, disons quelques mots des antagonistes. Les antagonistes, eh bien, on va dire l'antagoniste, puisque actuellement commercialisé, il n'y en a qu'un qui soit un antagoniste spécifique. Et il y a d'autre part eh bien, les médications utilisées ou évoquées comme utilisables pour essayer de réduire le saignement en présence d'un geste hémorragique chez un patient qui est anticoagulé. Tout d'abord, le Praxbin, donc je vais extrêmement rapidement. Il s'agit d'un fragment d'anticorps monoclonal qui a une très forte affinité pour le dabigatran, qui va le fixer extrêmement rapidement, qui est l'antidote spécifique donc, du dabigatran, du Pradaxa, qui se donne avec un schéma qui est un schéma toujours le même, quelles que soient les conditions où le produit est utilisé, à savoir 2 perfusions de 2,5 g enchaînées sur quelques minutes, avec une efficacité extrêmement rapide. Finalement, son seul défaut, entre guillemets, ça va être son coût, puisque le coût est de 3 700 $ US pour un traitement complet, avec une petite remarque. De par la demi-vie, entre guillemets, de cette molécule comparée à la demi-vie du Praxbin chez certains patients avec une altération de fonction rénale, il arrive que le saignement reprenne à partir de la 18e heure et on peut être amené, en cas de reprise de saignement et en l'absence de traitement instrumental efficace, à réinjecter une deuxième fois autour de la 24e heure, ce qui représente évidemment un coût qui devient relativement significatif. Alors, celui qu'on attend tous, c'est l'andexanet alpha, à savoir l'Andexia. Alors, il faut savoir que cette médication a une AMM européenne et une AMM par la FDA. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, ni en France ni en Belgique, ce produit est commercialisé. Alors, quelles sont les modalités de prescription? C'est un bolus administré dont la quantité sera différente en fonction du moment de dernière prise de l'anticoagulant et de la dose prise précédemment par le patient. Et puis une perfusion continue du fait d'une demi-vie qui est extrêmement brève et qui oblige donc à pratiquer une perfusion durant les 2 heures qui suivent le bolus
afin d'obtenir une coagulation correcte permettant une hémostase si une chirurgie est pratiquée pendant environ 6 heures. Là encore, une problématique qui va être une problématique sérieuse, en particulier pour nos pharmaciens institutionnels, va être le coût. En effet, un traitement complet faible dose revient à 29 700 $ US et on fait x2 pour un traitement forte dose, lequel traitement forte dose va par exemple être utilisé pour un patient sous Xarelto qui aurait pris son Xarelto 20 mg moins de 6 heures avant la chirurgie. Troisième antagoniste spécifique qui est en voie de développement, mais pour lequel les données sont actuellement extrêmement peu précises, même si la FDA semble pousser pour accélérer les études, entre autres de phase 3, actuellement les données publiées sont très peu explicatives sur les modalités de fonctionnement de cette molécule. Il n'empêche que ce serait un antagoniste universel pour les AOD ainsi que les héparines de différents types, mais à l'heure actuelle, du fait justement de l'absence de publications sérieuses au niveau clinique, on pense que la mise sur le marché prochaine est assez peu probable. Alors parlons maintenant de ce qu'on a utilisé avant l'arrivée du Praxbin et qu'on utilise toujours en cas de phénomène hémorragique grave et non gérable par une hémostase instrumentale. Eh bien, le plus utilisé, c'est les concentrés de complexe prothrombinique 4 facteurs, exemple Cofact, qui sont utilisés à la posologie de 25 à 50 unités kilo, qui est à l'heure actuelle en Belgique, mais aussi en France, le plus utilisé, avec un coût qui correspond grosso modo à l'antagonisation par l'utilisation du Praxbint. Deux autres substances avaient été évoquées comme utilisables dans cette indication d'antagonisation, ou plutôt de favoriser la coagulation chez un patient présentant une hémorragie grave et imprégnée par l'hexaban. C'est le FEBA, qui est une association de facteurs de coagulation activés, qui a été développée surtout pour les patients hémophiles et qui est donc ici tout à fait utilisable, mais off-label, et le Novo7, qui a été abandonné dans cette indication du fait du risque thrombotique élevé qui a été documenté dans ce mode d'utilisation. Parlons de la chirurgie élective et des préconisations et recommandations qui ont été édictées par différentes sociétés. Alors, la plupart des recommandations que je vais citer sont les recommandations du GIHP, donc ce groupe français qui est un rassemblement de praticiens intéressés par l'hémostase périopératoire. Il n'empêche que des recommandations nord-américaines ont également été édictées, et ce, dans les premières années de commercialisation des différents AOD, et donc on ne peut pas les passer sous silence, d'autant qu'à l'heure actuelle, il y a une relative proximité entre les recommandations de ces deux sociétés. Vous voyez ici les recommandations qui étaient édictées par la Société américaine de cardiologie, qui se basaient sur, d'une part, le risque hémorragique de la chirurgie, risque qui était qualifié de risque faible hémorragique ou risque élevé, en fonction également de la molécule. Les 4 molécules ici étaient reprises dans ces recommandations, et également en fonction, entre guillemets, de la fonction rénale, qui est vraiment un élément récurrent qui doit être pris en compte dans l'établissement d'une interruption de ces traitements, en particulier pour le dabigatran. Et on voit ici que si les recommandations nord-américaines étaient plutôt pour une interruption supérieure ou égale à 48 heures, donc 48 heures pourrait être suffisant, mais dans certains cas, on pourrait prolonger un petit peu pour la durée de cette interruption. À l'inverse, pour le dabigatran, et en particulier pour le dabigatran avec une altération de la fonction rénale, cette durée d'interruption était d'ores et déjà préconisée jusqu'à 96 heures, ce qui rejoint relativement les préconisations, entre guillemets, du GIHP. Alors, le GIHP, donc les recommandations françaises,
ont été en deux temps. La première recommandation a été une recommandation qui a été complètement dérivée de la recommandation avec les antivitamines K, qui était une recommandation d'interruption de l'ensemble de ces médicaments 5 jours avant le geste chirurgical, avec un relais qui était débuté 3 jours avant, qui était interrompu à H-24, et puis une reprise progressive, entre guillemets, d'une thromboprophylaxie par une HBPM. Il se trouve que ces recommandations ont été complètement abandonnées et revues avec de nouvelles recommandations. Pourquoi ont-elles été abandonnées ? Parce qu'il y a eu depuis publication d'un certain nombre de données de la vraie vie, là encore, qui sont des registres avec plusieurs centaines de patients sous AOD et qui ont bénéficié, entre guillemets, d'une chirurgie ou d'un acte invasif, et dont un certain nombre avaient bénéficié justement de ces chirurgies avec relais, de ces interruptions des AOD avec un relais, avec des HBPM. Et première publication en 2014 qui faisait suite à une publication avec les antivitamines K également, puis une nouvelle publication, un registre multicentrique par un des papes de l'hémostase périopératoire, à savoir James Duketis, qui a publié un registre sur plusieurs milliers de patients avec un management relativement standardisé d'interruption sans relais avant une chirurgie des anticoagulants oraux, et qui montrait que l'incidence des complications hémorragiques était majorée dans le cadre du relais, ou plutôt qu'il y avait une incidence de complications hémorragiques qui était faible avec ces modalités, et une incidence de complications ischémiques de type stroke qui était également inférieure à 1%, ce qui est décrit dans la population générale et dans la plupart des séries. Par contre, dans cette série-là, qui était le registre de Dresde, là, on avait une claire augmentation des complications hémorragiques chez les patients chez qui on avait réalisé un relais. Et donc, depuis a été publiée une méta-analyse qui contre-indique formellement, ou en tout cas qui signale l'association du bridging avec une HBPM sur des AOD comme situation favorisant une augmentation de l'incidence des complications hémorragiques, et donc recommandant extrêmement peu de pratiquer ce type de relais. Alors, depuis la réactualisation du GIHP, qui a été reprise par un certain nombre des orateurs précédents, eh bien, les recommandations sont les suivantes, à savoir toujours cette division selon le risque hémorragique de la chirurgie. Le risque hémorragique est faible, eh bien, on interrompt l'AOD parce qu'on est relativement prudent pendant 24 heures avant la chirurgie. 24 heures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dernière prise pour le patient qui le prend le matin, 24 heures avant le geste qui sera réalisé le lendemain matin. Chez le patient qui le prend le soir en prise unique, eh bien, ça ne sera pas 24, ça sera 36 heures. Et chez le patient qui le prend en 2 prises, matin et soir, on supprimera donc la prise du soir et la prise du lendemain matin, c'est-à-dire la prise préopératoire immédiate. Pour ce qui est de la chirurgie ou des gestes invasifs à risque élevé, tout dépend, là encore, de la dysfonction rénale éventuelle, en particulier pour le dabigatran, pour l'hexaban, interruption de plus de 48 heures, donc dernière prise à J-3. Pour le dabigatran, dernière prise à J-4. Et lorsqu'on a une prescription de dabigatran avec une altération modérée de fonction rénale et donc une GFR supérieure à 30 mais inférieure à 50, dernière prise à J-5. Alors là, je vais quand même faire une remarque. Par contre, je vais être plus catholique que mon confrère neurochirurgien, entre guillemets, plus catholique que le pape. Pour la neurochirurgie, le GIHP préconise une interruption de 120 heures et non pas de 72 heures du fait d'un excès de prudence, du fait du risque hémorragique présenté par ce type de chirurgie et la gravité de la complication hémorragique si elle survient. Et c'est la même chose, là je vais déjà un petit peu déflorer le sujet périneuraxial, anesthésie locorégionale périneuraxiale.
le GIHP préconise 120 heures d'interruption de l'AOD sans relais, je dis bien sans relais, avant de pratiquer une anesthésie périnoraxiale. Donc la réflexion, ça va être, est-ce que je dois vraiment pratiquer une anesthésie locorégionale périnoraxiale chez ce type de patient, du fait de cette prolongation de 48 heures de plus à visée de prudence, et donc chez des patients qui ne seront plus anticoagulés pendant 48 heures de plus. Alors ici, des données qui sont des données locales de chez nous, de chirurgie cardiaque, une série de 350 patients qui ont été soumis à une chirurgie cardiaque qui sont arrivés traités par des AOD pour de la fibrillation atriale, avec deux groupes de patients. Ça, c'est avant les nouvelles recommandations de l'ASFAR, à savoir arrêt 5 jours et puis relais arrêté 24 heures avant. Nous avons pris comme marqueur, pour des raisons d'analyse très très partielle de nos données pour l'instant, comme marqueur du saignement excessif, la transfusion de plasma spray congelé. Et on voit que 18% de ces patients ont présenté un saignement excessif. Et que si on compare ça à nos patients, maintenant qu'on ne fait plus de relais et qu'on interrompt en fonction des recommandations de l'ASFAR, on a diminué significativement l'incidence de l'utilisation de ces PFC. Donc, je le répète, le PFC n'étant pas l'antagoniste des AOD, mais étant le marqueur d'un saignement excessif. Ici, le groupe des patients où l'interruption des médications a été moindre que les recommandations de l'ASFAR, avec une majoration significative de l'incidence de l'utilisation de produits sanguins. Et alors, dernière chose, si on compare ce groupe sous AOD avec utilisation des recommandations de l'ASFAR par rapport à des patients qui ne sont pas anticoagulés par des AOD, on voit qu'on a une incidence de saignement excessif qui est tout à fait comparable, donc qui valide, entre guillemets, l'item pas de majoration dans cette chirurgie à haut risque hémorragique du risque de saignement, avec une interruption de 72 heures pour l'hexaban et de 96 pour le dabigatran. Et par contre, évidemment, tout ça doit être également évalué, c'est le risque d'accident ischémique dans ce modèle pour qui la complication ischémique, entre autres d'AVC, est également un élément important. Eh bien, nous avons des complications qui sont inférieures à 1% pour le groupe SFAR et également inférieures à 1% pour le groupe sans AOD. Alors, parlons maintenant de la reprise post-opératoire des AOD. Et là, je vais aller tout à fait dans le sens de ce qui a été dit précédemment par mes confrères chirurgiens. La première chose, c'est qu'un anticoagulant est prescrit quand l'hémostase est acquise. Ça, c'est la première chose. Donner un anticoagulant à un patient qui saigne, ça ne va faire que majorer le saignement, déboucher sur une interruption à un moment de tout traitement anticoagulant et donc potentiellement faire le lit d'une thrombose dans un deuxième temps. Donc, on attend que l'hémostase soit faite. Deuxième chose, dans des chirurgies qui risquent de bénéficier de reprises chirurgicales ou dans des chirurgies qui se compliquent d'un iléus, il est évident que les HBPM ont un rôle à jouer. Et des HBPM en post-opératoire, à quelle dose on va les utiliser ? Chez un patient alité, il est évident qu'on aura besoin relativement rapidement, pour peu que l'hémostase soit acquise, d'une thromboprophylaxie veineuse. Et donc, on utilisera, en l'absence de contre-indication, des HBPM à dose progressivement croissante, à savoir qu'on commencera par une dose thromboprophylactique entre la 6e et la 24e heure, et progressivement, on pourra, en l'absence de complications chirurgicales et de saignement, augmenter les doses vers des doses curatives. Et lorsqu'on sera complètement sorti du risque de reprise ou du risque hémorragique, on pourra envisager, et que le patient a évidemment repris un transit, on pourra envisager la reprise de son AOD, idéalement à partir de la 72e heure. Et donc là, je crois que l'absence de relais préopératoire, il faut insister sur le préopératoire. Les HBPM sont quasi mortes. Par contre, dans le post-opératoire, les HBPM ont un rôle à jouer du fait de leur demi-vie relativement brève qui permet une reprise chirurgicale si reprise chirurgicale est nécessaire. Avant une chirurgie urgente, évidemment, les choses sont plus complexes. Le GIHP a donc émis un algorithme
qui va dépendre de plusieurs éléments. Tout d'abord, si finalement le risque hémorragique du geste invasif est relativement faible, eh bien, et d'ailleurs cette situation, ils l'ont fusionné avec un risque hémorragique élevé, mais avec une concentration en dabigatran qui a été mesurée et qui est également faible, c'est-à-dire donc inférieur à 50 pour le GIHP. Eh bien, on va réaliser le geste et normalement, il n'y aura pas de complications hémorragiques et donc ça devrait se passer sans trop de problèmes. Pour ce qui est du risque hémorragique élevé, alors là, la mesure de la concentration préopératoire de l'AOD va être importante. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va nous signifier si le saignement considéré comme excessif est potentiellement en rapport avec une concentration circulante d'anticoagulants qui peut majorer ce saignement et donc relever d'une antagonisation. Et donc, deuxième élément qui va être à prendre en compte, le caractère différable ou pas, donc qui est écrit ici comme prise en charge inférieure à 8 heures ou prise en charge supérieure à 8 heures. Donc, si le geste est différable, on va jouer la montre et on va différer. On va jouer la montre, comme vous l'avez vu. Alors, pour le dabigatran, une demi-vie chez quelqu'un avec une fonction rénale normale de 12 à 14 heures. Donc, si on peut déjà laisser passer 12 à 14 heures, on a diminué de moitié la concentration circulante et on va vers une situation qui semble plus safe. Si on peut postposer de 24 heures, évidemment, 24 heures, ça va être 2 demi-vies, et là, on va diviser par 4 la concentration, et on va aller vers le plus en plus sûr. Je me permets d'ajouter ici qu'avant un geste invasif urgent, si avant une interruption, avant une chirurgie élective, le dosage de l'activité des AOD n'a aucune place, avant une chirurgie urgente, il en a clairement une, pour justement évaluer d'une part le risque hémorragique en rapport avec la pratique de la chirurgie et d'autre part l'impact éventuellement favorable de l'utilisation des antagonistes au cas où l'hémostase soit extrêmement complexe et la concentration circulante soit élevée. Dernière catégorie, le risque hémorragique extrêmement élevé. C'est-à-dire que l'hémostase va être incontrôlable sans antagoniser l'anticoagulant. Et là encore, il est évident que jouer la montre peut être la solution, entre guillemets, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, en l'absence de possibilité de différer cette chirurgie, il faudra, pour le dabigatran, utiliser le Praxbint avec le protocole qui est un protocole univoque, toujours le même, et avec le coût que ça représente. Mais ici, évidemment, l'utilisation est indiscutable. Alors, pour ce qui concerne la chirurgie urgente et les XABAN, le raisonnement est à peu près le même. Donc, 1, jouer la montre. 2, quantifier la concentration circulante pour quantifier le risque hémorragique et la participation éventuelle de l'anticoagulant à une hémostase qui semble complexe. En pratique, en cas de concentration inférieure à 30 à 50, il est probable que l'anticoagulant n'intervient assez peu dans la majoration de l'hémorragie. Et donc, il y a nécessité d'une hémostase instrumentale ou chirurgicale plus que d'une antagonisation. D'autant que pour cette famille de médications, comme on l'a déjà évoqué, il n'y a actuellement pas d'antagoniste spécifique et que l'antagoniste utilisé, ou plutôt la médication utilisée pour tenter de réduire le saignement en rapport avec ces médications est tout à fait aspécifique, a un risque thrombotique qui n'est pas nul et a un coût pour finalement un niveau de preuve de son efficacité qui est relativement faible. Donc, quelques remarques pour la chirurgie urgente. Important de préciser la dose et l'heure de la dernière prise. Le charbon activé, oui, peut-être, mais en particulier si la dernière prise est à moins de 6 heures avant le geste chirurgical, mais surtout en présence d'une intox volontaire chez quelqu'un qui aurait pris 12 comprimés de Xarelto 20. Celui-là, très probablement, il doit bénéficier du charbon activé. En dehors de ça, l'efficacité est probablement discutable.
Deuxième élément extrêmement important, attendre. Attendre une demi-vie, deux demi-vies, trois demi-vies si c'est possible, et chaque demi-vie qui passe réduit de moitié la concentration circulante, et donc le risque hémorragique au décours du geste invasif. Alors, prélever des tests systématiquement avant la chirurgie, même si en cas de chirurgie extrêmement urgente, on n'attend pas le résultat, on a prélevé en rentrant aux urgences et avant d'aller au bloc opératoire les tests spécifiques. Les tests spécifiques, quels sont-ils? Eh bien, pour le dabigatran, c'est le temps de thrombine diluée. Le temps de thrombine, est extrêmement sensible au dabigatran, et donc le temps de thrombine diluée permet de quantifier l'activité de la médication. Pour l'hexaban, ce sont des activités anti-DISA avec un étalonnage spécifique que vous devez préciser à votre labo. Le patient est sous rivaroxaban, ou le patient est sous apixaban ou sous edoxaban. Si on utilise un bilan d'hémostase standard, il y a eu une mode initialement, le protocole de Brousse, comme l'énonçait le GIHP, c'était on faisait TANT-QUIC et TCA, avec la multiplication entre guillemets des molécules sur le marché et leur sensibilité extrêmement variable et leur activité extrêmement variable sur ces différents tests. Ceci est à peu près abandonné. Il reste deux examens qui éventuellement ont un sens. C'est le temps de thrombine chez un patient sous dabigatran. Un temps de thrombine normal chez un patient sous dabigatran signe formellement qu'il n'y a plus de majoration du risque de saignement en rapport avec le dabigatran. Et si vous n'avez pas d'activité anti-10A spécifique, l'activité anti-10A héparine ou HBPM, si elle est inférieure à 0,1 en présence d'un traitement par l'hexaban, signe également qu'il y a une concentration circulante des différents hexabans qui est suffisamment faible pour envisager une chirurgie avec un risque hémorragique relativement moindre. La dialyse du dabigatran, oui, bien sûr, c'est faiblement fixé aux protéines, donc c'est dialysable. Il n'empêche que dialyser un patient avant une chirurgie urgente, c'est pas toujours extrêmement facile à mettre en œuvre, et d'autant que c'est devenu relativement désuet depuis la commercialisation de l'antagoniste. Donc pour ce qui est du Praxbint, bien évidemment, l'antagoniste a une place de premier choix, associée évidemment à l'hémostase instrumentale ou chirurgicale si elle est praticable, ou alors d'emblée en cas d'organes critiques, comme le crâne et le rachis, ou en l'absence de possibilité de faire une hémostase instrumentale, comme par exemple dans l'hémorragie intracérébrale qui ne relève pas d'un geste neurochirurgical urgent. Juste un mot sur l'hémorragie sous AOD. Donc l'hémorragie sous AOD, là encore, dosage d'emblée de l'AOD et de la fonction rénale, évaluation de la fonction rénale, gravité de l'hémorragie, ça c'est toujours le GIHP. L'hémorragie n'est pas grave, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va sauter un certain nombre de prises et puis on va attendre que l'hémorragie se tarisse. On va se baser évidemment sur le dosage qui a été réalisé à l'arrivée aux urgences pour juger si le patient n'était pas surdosé. A l'inverse, l'hémorragie est grave. Eh bien, on va traiter symptomatiquement cette hémorragie avec possibilité d'une hémostase. Eh bien, on va pratiquer l'hémostase. Alors, si l'hémorragie est dans un organe critique, eh bien, c'est la même chose. Donc, on avait déjà évoqué. Hémorragie dans un organe critique implique antagonisation d'emblée. Et quand on parle d'organe critique, c'est principalement le rachis, c'est rare, mais le crâne, ça l'est moins. Et pour ce qui est d'autres hémorragies graves, mais éventuellement accessibles à une procédure chirurgicale ou instrumentale, eh bien, on commence par faire, entre guillemets, la procédure. Soit on arrive à régler la problématique de saignement et on est content, soit on n'arrive pas et on a une concentration circulante en dabigatran ou en xaban qui est élevée, et à ce moment-là, on envisage sérieusement de pratiquer une antagonisation ou la perfusion de complexes prothrombiniques. L'anesthésie locorégionale, évidemment, ça c'est notre lot à tous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire chez ces patients qui sont traités par des AOD? Tout d'abord, l'anesthésie locorégionale périneuraxiale, donc beaucoup de recommandations de la quasi-totalité des sociétés savantes, avec parfois une certaine divergence entre les recommandations. Les AOD à dose prophylactique, certains sont plus courageux que d'autres.
Et en fonction de la société savante, pour les AOD à dose prophylactique, et j'insiste beaucoup sur le dose prophylactique, c'est-à-dire les doses qui sont utilisées en orthopédie, en chirurgie prothétique de hanche et de genou, laisser passer 2 demi-vies, entre guillemets, avant de se permettre une ponction. Par contre, pour l'ASRA, la Société américaine d'anesthésie loco-régionale, c'est 5 demi-vies. Donc vous voyez, 5 demi-vies, on est plutôt sur le coup de 72 heures d'interruption. Pour ce qui est du traitement curatif, le GIHP a clairement énoncé c'est 5 jours d'interruption de traitement si on veut se permettre de pratiquer une anesthésie loco-régionale périneuraxiale. Et vous voyez là, il y a évidemment une interrogation sur l'indication de la pratique de l'ALR périneuraxiale, puisque pour la plupart des chirurgies, à l'exception de la neurochirurgie, on préconisera une interruption de 72 heures, alors que si on veut pratiquer cette ALR périneuraxiale, on va prolonger de 48 heures sans relais cette interruption du traitement anticoagulant. Juste une remarque sur le cathéter, ça on le sait bien, le cathéter majore le risque hémorragique, c'est décrit avec les anticoagulants, mais également sans anticoagulants, ce qui veut dire qu'on préconisera plutôt une technique, si on doit dans ces situations à risque utiliser une ALR périneuraxiale, dans une situation un petit peu intermédiaire, eh bien plutôt une technique avec une aiguille-fille et sans cathéter, et donc probablement le risque est minoré si on pratique une rachianesthésie sans cathéter par rapport à une ALR péridurale avec pose et maintien d'un cathéter. Pour ce qui concerne les blocs périphériques, les recommandations sont beaucoup plus rares, sont plus succinctes. Vous connaissez tous ces suggestions, entre guillemets. Il faut tout d'abord limiter strictement l'accès aux blocs qui sont dérivés et équivalents aux blocs périneuraxiaux, comme les blocs paravertébraux et les blocs proximaux de plexus lombaire, qui ont exactement les mêmes risques que l'anesthésie loco-régionale périneuraxiale et donc qui auront les mêmes contre-indications. Alors ensuite, on va séparer les techniques loco-régionales en blocs profonds et en blocs superficiels. Comment distingue-t-on bloc profond et superficiel ? Instinctivement, le bloc profond n'est pas compressible si hémorragie survient, à l'inverse du bloc superficiel où on va diagnostiquer rapidement l'hématome et on va pouvoir le comprimer. Donc, les recommandations de la SFAR depuis 2003, qui finalement ont été assez peu modifiées, c'est pour ce qui concerne les blocs profonds, eh bien, on utilisera les mêmes recommandations que la périneuraxiale. On sera plus libéral pour les blocs périphériques superficiels, dont les principaux sont le bloc fémoral, le bloc axillaire, le bloc sciatique distal au niveau poplité, où on privilégiera une injection plutôt unique avec un opérateur expérimenté et avec l'utilisation évidemment en 2021 de l'échographie. Donc en pratique, eh bien, si on a une interruption de 72 heures pour un bloc périphérique, très probablement on est en sécurité. Si l'interruption est plus brève, il faudra examiner le ratio risque-bénéfice entre le risque, entre guillemets, même d'un bloc périphérique, et donc de faire saigner, et donc d'avoir à transfuser un patient, et donc peut-être d'avoir à l'opérer pour évacuer l'hématome, par rapport à l'intérêt de la technique loco-régionale. Voilà. Donc pour reprendre en conclusion et en message, donc se souvenir que la pharmacologie d'Hexaban est assez univoque et que par contre se souvenir de l'épuration uni-organe du dabigatran qui est exclusivement ou quasi exclusivement éliminé par le rein et donc en présence d'une dysfonction rénale, il faudra se méfier tout particulièrement d'une acupunation. Il faut dès l'entrée du patient contrôler la GFR pour dépister une éventuelle, comme marqueur d'une éventuelle surdosage, en particulier pour le dabigatran. L'attitude pour une chirurgie élective, elle est standardisée selon le risque hémorragique. Il n'y a pas de place pour la pratique des dosages. Si, en cas de chirurgie urgente, on va jouer la montre, et là, il y a une place pour la pratique systématique des dosages spécifiques. Les antagonistes, il y en a peu. Le seul actuellement sur le marché, c'est le Praxbint. Leur coût est élevé. Les indications sont finalement assez rares parce que la plupart du temps, on arrive à faire avec une hémostase chirurgicale ou instrumentale bien menée. La LR périneuraxiale est peu conseillée dans le contexte d'imprégnation par ces médications. On insiste
tout particulièrement sur l'intérêt de protocoles dans les unités de soins et dans les services de chirurgie, en fonction des chirurgiens, entre guillemets, et en collaboration avec les chirurgiens et en fonction de la spécialité chirurgicale pratiquée. Et dernier élément, prohiber formellement le chevauchement de 2 familles d'anticoagulants, d'où la mort du relais HBPM, car le risque hémorragique dans ce cadre est significativement augmenté. Je vous remercie.